OK, bienvenue. Bienvenue à cet webinaire de la chaire sur la décarbonation. On est vraiment chanceux d'avoir professeur Evelyne Tifo avec nous. Elle va nous présenter sur la question de la biomasse forestière pour la production de gaz naturel renouvelables au Québec. On va laisser un certain moment pour les gens pour rentrer. Je vois qu'on est déjà peut-être en plus de 30%. On va attendre peut-être encore une minute peut-être. Mais merci beaucoup, Evelyne, d'être avec nous. Il me semble qu'il y a un certain intérêt pour ce sujet-là parce qu'on est déjà passé à 45 participants. Je vais partager mon écran tout de suite pour... Oui, oui. Voilà. Je vais enlever la mienne. Oups. Attendez. Voilà. Je vais, en attendant qu'Evelyne monte ses diapos, mais nous, ici à la Chaire sur la décarbonation, on a fait un webinaire il y a 10 jours peut-être sur l'État de Washington et sa participation potentielle dans le marché du carbone Québec-Californie. C'était en anglais. On va publier ça sur notre canal YouTube plus tard dans la journée. Je vais aussi annoncer que ce jeudi, à 12h30 également, on va avoir un autre webinaire sur le marché du carbone en français avec professeur Charles Seguin. Et moi, on va discuter les derniers chiffres, les derniers résultats du vente des enchères du marché du Québec, du marché du carbone Québec-Californie. Donc, ça, c'est jeudi en 2 jours. Donc, là, c'est la semaine des webinaires. Mais on est vraiment content que Evelyne soit avec nous parce qu'elle est vraiment un expert reconnu sur les questions de les questions de la foresterie, la biomasse, puis de plus en plus le potentiel d'utiliser le biomasse forestière pour la production de gaz naturel, gaz naturel renouvelable. Donc, je vais m'arrêter là, puis Evelyne, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Marc. Merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de biomasse forestière. Juste pour vous dire, donc, moi, je suis ingénieure forestière de formation. J'ai fait un doctorat en écologie forestière. Et donc, là, je travaille surtout en aménagement forestier et en écologie forestière. Donc, vraiment sur la partie, ce qui se passe en forêt. Je m'intéresse en fait à l'aménagement, mais aussi aux produits du bois, dont la bioénergie. Euh, Juste pour dire que la grosse partie de mes travaux de recherche, donc c'est en lien avec le rôle du secteur forestier et des produits du bois pour la lutte contre les changements climatiques. Et la part de mes travaux prennent beaucoup leur source là, dans les recommandations du GIEC. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est dans le dernier rapport là, sur les mesures d'atténuation des changements climatiques, parce que le GIEC identifiait le potentiel de différentes pistes d'action d'atténuation des changements climatiques. Et il y a plusieurs de ces actions-là qui sont en lien avec le secteur forestier. Dans le fond, il y a certaines actions qui visent à l'augmentation de la séquestration et au stockage du carbone en forêt. Ensuite, des actions qui parlent du stockage du carbone dans les produits du bois et ensuite du rôle des produits du bois sur les marchés pour venir substituer des matériaux et des énergies fossiles ou non renouvelables. Et donc, parmi ces actions-là, il y en a certaines qui réfèrent à la bioénergie. Donc, j'utilise le terme bioénergie d'une manière large pour parler de toutes les formes d'énergie qu'on peut tirer de la biomasse. Donc, comme vous voyez dans les actions-là, on parle de production d'électricité, mais aussi de biocarburant qui peut être sous forme solide, liquide ou gazeuse. Donc, le GIEC reconnaît un rôle assez important à la bioénergie pour la lutte contre les changements climatiques. Ce que vous voyez, c'est les projections donc de différents modèles là, qui montrent le rôle que devrait jouer la bioénergie dans le futur si on veut atteindre les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ici, quand on parle de bioénergie, ça inclut toutes les formes de biomasse. Donc, pas juste la biomasse forestière, mais aussi la biomasse agricole et autres.
Cela dit, et bioénergie, donc ça inclut aussi toutes les formes d'énergie là, sous forme solide, liquide ou gazeuse là, pour la production de chaleur, d'électricité, puis aussi pour les transports. Et donc, ce que le GIEC dit, c'est que l'atteinte des cibles fixées lors de l'accord de Paris va probablement demander une contribution significative de la bioénergie, donc sous toutes ses formes, et provenant notamment là, de biomasse forestière. Et donc, on voit qu'il y a un rôle, là, on voit l'importance de la mobilisation de la biomasse forestière. Donc, si on s'en revient à la biomasse forestière, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle exactement? Donc, biomasse forestière, souvent, on va le décrire sous différentes formes, donc sous la forme des résidus primaires. Ça, c'est les arbres et les parties d'arbres qui restent sur les parterres de coupe après qu'on a récolté les troncs pour les produits conventionnels du bois. On peut inclure aussi là-dedans les billes sans preneur. Ça, c'est les sections d'arbres qui sont de qualité insuffisante pour faire des produits conventionnels puis qui peuvent être laissés sur les parterres de coupe ou en bordure de chemin. Les résidus secondaires, c'est les résidus de la transformation du bois, donc les sciures, les planures, les écorces. Et les résidus tertiaires, c'est les produits du bois post-consommation. Donc, un coup qu'ils sont rendus en fin de vie, ben, on parle de résidus tertiaires. Et donc, toutes ces sources de biomasse forestière-là, ben, on peut les transformer selon différentes voies de conversion en différentes formes de bioénergie. Donc, vous voyez là-dedans le gaz naturel renouvelable. Donc, une partie de mes travaux s'intéresse au gaz naturel renouvelable, mais je dois vous avouer que, comme je vous disais, je suis ingénieure forestière spécialisée en écologie forestière et donc, la partie qui m'intéresse, c'est vraiment la partie d'approvisionnement en biomasse forestière, donc les enjeux environnementaux et opérationnels de l'approvisionnement en biomasse forestière. Et j'ai tendance à dire que je suis assez agnostique sur ce qui arrive à la biomasse forestière après. Donc, il y a des chercheurs beaucoup plus qualifiés que moi qui peuvent parler des différentes voies de valorisation et des différents produits et du rôle de ces produits-là sur les marchés. Cela dit, peu importe les voies de conversion, les produits qu'on en fait, bien, il y a la partie approvisionnement en biomasse forestière et les enjeux que ça soulève, là, qui sont communs là, à tous les produits et à toutes les voies de conversion. Évidemment qu'il y a des produits comme le gaz naturel renouvelable, bien, on parle peut-être d'échelles qui sont plus importantes, qui rendent plus importants ou plus cruciaux ces enjeux-là, les enjeux environnementaux de l'approvisionnement en biomasse forestière. Donc, juste pour vous dire que je vais m'intéresser à ces enjeux-là et pas vraiment aux voies de conversion et aux produits finaux. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que la biomasse forestière, bon, on la définit beaucoup en fonction de ce que les autres n'utilisent pas. Donc, c'est les résidus de d'autres types d'opérations ou d'autres types de pratiques. Et donc, ça, c'est assez typique, en fait, du secteur forestier. Donc, la foresterie, c'est un processus qu'on appelle divergent. Donc, on a une matière première, donc plusieurs arbres, un peuplement ou même un arbre. Donc, la même matière première qui ensuite est divisée en différents produits selon les caractéristiques du bois et les exigences là, de transformation du bois. Et donc, notamment ici, c'est un exemple là, où on a fait une récolte là, sur quelques hectares de forêt. Et donc, on est parti de ce peuplement-là. Le bois, ensuite, était divisé selon la qualité en différents produits, donc va aller alimenter différents marchés. Donc, le bois de très haute qualité sert au bois d'œuvre. Bois d'un peu moins bas de qualité, ça va faire du bois de palette. Le bois de plus faible qualité, ça va servir à la pâte, au panneau. Et en fait, ce qui reste, ça peut aller à la bioénergie. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un processus divergent parce que ça sert à plusieurs produits en même temps. Puis ça, c'est vraiment une caractéristique du secteur forestier québécois. C'est vraiment un travail d'équipe, un partage des ressources. Là. Donc, les différentes compagnies qui vont faire différents produits du bois travaillent ensemble pour l'approvisionnement, puis ensuite se séparent les produits du bois selon la qualité. Donc, ici, je voulais juste montrer une photo du rouge et or. En fait, je voulais parler du travail d'équipe du secteur forestier, puis
en profiter pour faire la promotion du rouge et or. Donc, c'est vraiment pour dire que le secteur forestier, c'est plusieurs joueurs qui s'intéressent donc chacun à des parties d'arbres, à des espèces différentes, des qualités d'arbres, qualités de bois différents et qui se partagent, la ressource. Et donc, la bioénergie donc, va utiliser les arbres, les parties d'arbres qui ne sont pas utilisées par les autres et donc devra travailler en équipe. Et donc, ça peut produire des bénéfices là, pour les autres joueurs quand on a un joueur de plus là, dans l'équipe. Donc, dans les grandes questions environnementales qu'on se pose là, quand il est question de mobilisation de la biomasse forestière pour la production de bioénergie, de gaz naturel renouvelable ou autre forme de bioénergie. Donc, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a assez de biomasse forestière pour combler tous les besoins énergétiques? Donc, ça, c'est une grande question que bien du monde a essayé de répondre, dont les gens de mon équipe. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est juste des estimations là, de calcul de coin de table qu'on a fait sur la disponibilité des résidus de coupe, donc sous forme de branches et houppiers. Branches et les houppiers, c'est quand on va récolter le tronc. Mais quand on va récolter le tronc, on va ébrancher l'arbre, on va y couper la tête. Et donc, souvent, ces résidus-là vont rester sur les parterres de coupe, mais peuvent représenter une source de biomasse qu'on peut récupérer pour la bioénergie. Et donc, la disponibilité de ces résidus-là va dépendre de la quantité de récolte là, qui se fait année après année sur le territoire québécois. Donc, c'est à partir des superficies coupées à chaque année là, qu'on a estimé la quantité de résidus qui pourraient être disponibles. Aussi, une forme de résidus, c'est les billes sans preneur. C'est lorsqu'on récolte le tronc, souvent, dans le même arbre, il va peut-être avoir une section d'arbre qui est de très haute qualité, qui va pouvoir servir au bois d'œuvre, par exemple. Et ensuite, le reste de l'arbre, il ne sera pas de qualité suffisante pour pouvoir servir aux autres produits. Donc, en l'absence d'un marché de bioénergie, ces billes-là peuvent être laissées sur les parterres de coupe ou elles peuvent être récupérées aussi là, pour servir à la biomasse. Encore une fois, ça va dépendre de la quantité de récolte qui va se faire au Québec. Et la quantité de billes sans preneur qui va être disponible, ça va être très variable selon la qualité des peuplements. Donc, c'est pour ça que les estimations sont plus larges. Donc, si je regarde juste cette source de biomasse-là, ces deux sources de biomasse-là, basées sur les estimations, là, sans changement de pratiques forestières, qu'est-ce que ça pourrait représenter comme quantité de biomasse et production d'énergie? Donc, mon calcul de très, très grossier de coin de table, là, ça me dit de 31 à 64 pétajoules par année environ. Donc, ça, c'est sans changement dans les pratiques. Donc, vous voyez les différentes sources d'énergie qu'on utilise au Québec. Donc, ce n'est pas juste avec la biomasse forestière, à l'évidence, qu'on va pouvoir faire la transition énergétique. Cela dit, ça nous permet quand même de faire un bout. Là, on voit que c'est assez pour remplacer, par exemple, le charbon et le coke de pétrole qu'on utilise encore au Québec. Ça peut aider à remplacer aussi une partie peut-être du gaz naturel ou du pétrole là, qui est utilisé. Cela dit, donc, ce chiffre-là, il n'a pas l'air si impressionnant que ça, mais il faut comprendre que ça, c'est juste basé s'il n'y a pas de changement dans les pratiques forestières. Si on continue à faire business as usual, puis qu'on va juste récupérer les résidus là, qui sont produits. Cela dit, s'il y a un vrai marché de la biomasse, de la bioénergie qui se développe, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une évolution dans les pratiques qui vont venir mobiliser d'autres sources de biomasse. Et je veux juste vous donner comme exemple, c'est un rapport qui est publié aux États-Unis, le Billion Ton Report, là, qui est mis à jour régulièrement, qui fait une évaluation là, des différentes sources de biomasse disponibles sur le territoire américain, notamment la biomasse forestière. Donc, vous voyez des projections d'estimation de biomasse, donc venant des résidus de coupe et des billes là, de petites dimensions, là, donc qui sont un peu comme mes billes sans preneur. Et donc, ce qu'on voit dans ce rapport-là, c'est que, à partir du moment qu'on va commencer à mobiliser les résidus de coupe, on va être capable d'en mobiliser de plus en plus là, au cours des premières années, à mesure qu'on va devenir meilleur à aller récupérer les résidus de coupe. Là, ça va demander une certaine adaptation là, des pratiques, peut-être des formations de personnel, des travailleurs pour aller chercher les résidus de coupe. Ensuite, pour les arbres de petite dimension, là, ce qui va faire augmenter la disponibilité de cette source de biomasse-là, c'est que les pratiques d'aménagement forestier et de sylviculture vont changer pour fournir plus de ces petits arbres-là en réponse à la demande de bioénergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation dans le temps de cette source de biomasse-là, parce que, donc, on est capable de simuler que s'il y a une demande,
les pratiques vont changer. Donc, il y a la nouvelle biomasse qu'on n'envisageait pas au début, qui va devenir disponible. On va peut-être s'arranger que les forêts poussent plus aussi, donc augmenter la productivité pour répondre à une demande croissante en biomasse. Parce que c'est vraiment ça, la caractéristique de la biomasse. Donc, ce n'est pas comme un gisement fossile qui est fini dans le temps et dans l'espace. C'est une quantité finie. De la biomasse, ça vient du vivant. Le vivant, on est capable de le faire pousser, on est capable d'adapter les pratiques. Juste pour donner l'exemple aussi, en Suède, donc on le cite souvent comme exemple là, pour la mobilisation de la biomasse forestière, parce qu'ils en utilisent beaucoup dans leur portefeuille énergétique. Mais quand ils ont commencé, donc dans les années 70-80, bon, ils utilisaient les résidus de coupe beaucoup là, pour la bioénergie. Mais à mesure que le marché s'est développé, bien, il y a des nouvelles sources de biomasse qui se sont rajoutées en réponse à la demande. Notamment, on voit des plantations de saules proches des usines de production de chaleur qui viennent donc fournir une certaine source de biomasse. On a vu aussi beaucoup le bois post-consommation, donc les produits du bois qui sont en fin de vie s'en vont maintenant sont utilisés pour la production de bioénergie et ce n'était pas une source de biomasse qui était envisagée à l'époque. Et donc, c'est quelque chose qui s'est rajouté avec le temps. Et donc, quand le marché se développe, là, les économistes pourront en parler plus que moi, il y a ce genre de changement-là qui peut se faire dans le système. Et donc, c'est important de tenir ça en compte quand on évalue la disponibilité de la biomasse forestière. Et donc, juste pour dire que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tant présentement au Québec, on a tendance à l'évaluer comme si c'était une source finie. Donc, on regarde ce qui est disponible présentement, puis on dit, ben voilà, final bâton, c'est ça qu'on a comme biomasse. Mais en réalité, quand on regarde d'autres juridictions dans le monde, on voit cette évolution-là de la disponibilité de la biomasse avec le temps. Donc, autre question environnementale importante qu'on pose en lien avec la biomasse forestière, c'est est-ce que la biomasse forestière, la bioénergie, peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Donc, est-ce que c'est vraiment un outil de lutte contre les changements climatiques? Donc, quand on pose cette question-là, bien, ça dépend en fait à qui on pose la question. Il y a eu un gros mouvement, là, en fait, depuis plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, pour venir dénoncer l'utilisation de la biomasse forestière pour la production d'énergie. Donc, je montre juste là, des exemples, notamment là, d'un rapport là, qui disait que la biomasse était pire que le charbon. Vous voyez aussi l'arbre avec la petite pancarte. C'était une campagne qui a eu lieu en Angleterre pour dénoncer en Angleterre l'utilisation de la biomasse forestière en remplacement du charbon. C'était sur des autobus. Là, la pancarte disait ne me coupez pas, je veux devenir une table. Ne me brûlez pas, quand je vais être grand, je veux devenir une table. Et donc, l'utilisation de la biomasse forestière est dénoncée par certains groupes comme étant une fausse bonne idée là, pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, d'où est-ce que ça vient, cette histoire-là ou cet argument-là que ce n'est pas une bonne solution pour la lutte contre les changements climatiques? Bien, si on remonte plus loin, quand on parle de bioénergie, bien, une des formes de bioénergie, en fait, qu'on a vu apparaître en premier, notamment là, dans les dernières décennies, c'est les biocarburants à partir de produits agricoles, notamment l'huile de palme. Et donc, il y a eu un gros, en Europe, notamment l'utilisation de biocarburants à partir d'huile de palme. Et il y avait des crédits là, pour cette utilisation-là. Jusqu'à temps qu'on s'intéresse un petit peu plus à d'où venait l'huile de palme. Et donc, on s'est aperçu que dans bien des cas, la production d'huile de palme, de palmier, venait de la conversion de tourbières tropicales luxuriantes qui contenaient des grandes quantités de carbone là, dans la biomasse vivante et dans les sols. Et donc, ces tourbières-là étaient coupées, souvent brûlées, drainées. Donc, ça brûlait, ça créait des panaches de fumée qui allaient empoisonner des communautés locales. Et donc, après ça, on transformait ça en plantation de palmiers et on en faisait ce qu'on pensait être un carburant vert. Donc, un article a été vraiment fondateur dans toute la question des bénéfices réels des produits de la bioénergie, dont les biocarburants, pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est l'article de Farjon en 2008 dans Science, où ce qu'il a montré que lorsqu'on a une conversion des terres, donc on part d'une forêt tropicale à une plantation de palmiers, par exemple, eh bien, on émet à l'atmosphère une très grande quantité de carbone lors de cette conversion-là. Et donc, avant que le biocarburant produise des bénéfices à cause du remplacement des énergies fossiles, bien, ça allait prendre des décennies et même des siècles dans certains des scénarios. Donc,
l'idée que la bioénergie, le biocarburant, n'aidait pas le climat, là, ça vient de cas réels. Là, ça a pris notamment sa source là, dans ce genre de situation-là, ce qu'on avait un changement d'affectation des terres. Quand il y a question de biomasse forestière, notamment de résidus de coupe, ben, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On n'est pas dans un contexte de changement d'affectation des terres. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un exemple de dispositifs expérimentaux où on a des aires de coupe sans récupération de biomasse et des aires avec récupération de biomasse. Donc, dans les deux cas, on a une forêt. Donc, c'est une forêt qui a été coupée dans les deux cas. Donc, dans un cas, les résidus ont été récoltés et pas dans l'autre. Mais dans les deux cas, il y a une forêt qui va repousser sur ces sites-là. Et donc, il n'y a pas de perturbation majeure du sol, il n'y a pas de drainage ou autre. On reste dans les deux cas avec une forêt. Donc, si on veut comprendre quand même le bilan carbone, même s'il n'y a pas de changement d'affectation des terres, il faut s'intéresser quand même au bilan carbone. Est-ce qu'on est quand même capable d'avoir un bénéfice de réduction de gaz à effet de serre avec l'utilisation des résidus de coupe? Pour explorer cette question-là, il faut comparer notre scénario de référence. Donc, dans ce cas-là, bon, j'ai une aire de coupe sur laquelle les résidus sont laissés sur le parterre de coupe. Et donc, j'ai une dynamique carbone. Donc, les résidus, ils sont laissés sur le parterre de coupe. Ils vont décomposer. Il va y avoir des arbres qui vont pousser, qui vont faire de la photosynthèse. Donc, ils vont capturer du carbone. Donc, j'ai une dynamique carbone qui va évoluer dans le temps à mesure que les résidus vont se décomposer, que la forêt repousse. Et ensuite, j'ai les émissions dans mon scénario de référence. Donc, sans utilisation de la bioénergie, je vais avoir des émissions d'origine fossile. Donc, je vais utiliser du charbon, de l'huile, du gaz. Donc, j'ai les émissions fossiles venant de la chaîne d'approvisionnement. Puis ensuite, j'ai les émissions fossiles qui viennent de la production d'énergie à partir de l'énergie fossile. Donc, ça, c'est mon scénario de référence que je compare à mon scénario de bioénergie forestière. Donc, dans ce cas-là, j'ai une aire de coupe sur laquelle je suis allée récolter les résidus de coupe pour en faire de la bioénergie. Donc, encore une fois, j'ai aussi une dynamique dans le temps de mon aire de coupe. Donc, j'ai enlevé les résidus, mais il en reste quand même du bois mort qui va décomposer. Je vais avoir des arbres qui vont pousser quand même. Donc, j'ai quand même une dynamique dans le temps, une dynamique carbone sur mon aire de coupe. J'ai ma chaîne d'approvisionnement de ma biomasse, ma production de bioénergie qui va aussi émettre du carbone à l'atmosphère. Et ensuite, je produis mon énergie à partir de la biomasse. Il va aussi y avoir des émissions à l'atmosphère. Et donc, quand on veut savoir le bilan carbone ou les bénéfices en termes de réduction de gaz à effet de serre de la bioénergie, je dois comparer ces deux scénarios-là. Et donc, le bilan carbone, donc les bénéfices en termes de réduction de gaz à effet de serre de la bioénergie forestière, ça va varier grandement en fonction de la source de biomasse que je vais utiliser. Parce que la partie d'évolution dans le temps de mon scénario de référence est vraiment important. Est-ce que je parle de résidus de coupe qui vont se décomposer après quelques années? Est-ce que je parle de gros résidus, de petits résidus, de résidus en forêt froide, en forêt plus chaude, dont les taux de décomposition vont être différents? Est-ce que je parle de résidus d'usine, donc sont plutôt des sciures, des planures qui peuvent être peut-être accumulés juste dans un scénario de référence, sont juste accumulés dans un dépotoir ou dans le terrain de l'usine? Est-ce que ma source, c'est des produits du bois post-consommation qui autrement auraient été enfouis dans un dépotoir? Est-ce que je parle de billes sans preneur, donc qui auraient peut-être été laissées sur le parterre de coupe ou en bordure de chemin, ou peut-être c'est des arbres qui n'auraient pas été coupés de toute façon. Donc, la source de biomasse va avoir une grande influence en raison de cette dynamique-là dans le temps qui va être très différente. Ensuite, ça va aussi varier en fonction de quel produit de bioénergie je vais faire, parce que ça va venir influencer l'efficacité énergétique que je vais avoir dans mon produit de bioénergie finale. Puis, ça va dépendre aussi de qu'est-ce que ma bioénergie va venir remplacer. Est-ce que je m'en sers pour remplacer du charbon, du mazout, du gaz naturel fossile ou autre? Et donc, qu'est-ce que je viens remplacer a aussi une grande importance. Donc, on est plein de chercheurs à travers le monde qui avons fait ce genre de calcul-là et on arrive toutes à un résultat, en fait, qui est aligné quand même avec ce que Farjan disait en 2008. Il y a une période de temps pendant laquelle la bioénergie ne fait pas mieux que les énergies fossiles, qu'elle augmente les émissions. Et donc, ça, c'est reconnu, c'est documenté. Donc, ça, c'est en raison du fait que la bioénergie, ce n'est pas dense en énergie par rapport à son équivalent fossile. Et donc, quand on tient compte de cette densité-là, ça crée ce qu'on appelle une dette carbone. C'est comme une période de temps pendant laquelle
ton scénario de bioénergie fait pire que ton scénario fossile. Cela dit, donc, ça, c'est la période qu'on appelle la période de la dette carbone. Puis à partir d'un certain nombre d'années, bien, cette dette carbone-là, elle est remboursée. Et là, ton scénario bioénergie produit des bénéfices. Donc, ici, c'est un exemple là, d'un article qu'on a publié avec des collègues il y a quelques années, où on calculait pour différents scénarios la période de temps où notre scénario de bioénergie était en déficit, donc fait pire que le scénario fossile. Et ensuite, ça, c'est la partie en noir. Et après ça, on a une partie en vert, où ce que la bioénergie produit assurément des bénéfices après un certain nombre d'années par rapport à son équivalent fossile. Puis entre les deux, on a une période d'incertitude qui dépend des facteurs qu'on met dans nos calculs. Est-ce qu'on, par exemple, si on n'est pas très certain du taux de décomposition, ben, on peut mettre un range de valeurs pour la vitesse de décomposition des débris, par exemple. Ça va venir faire varier notre période d'incertitude. Et donc, on utilise ce modèle-là pour pouvoir comparer comme ça le temps que ça prend avant que notre scénario de bioénergie produise des bénéfices à l'atmosphère. Et là, ce qu'on a découvert, en fait, ce qui est partagé aussi par plein d'autres chercheurs à travers le monde, c'est qu'il y a certains projets de bioénergie forestière, donc selon les sources de bioénergie, selon ce qu'on remplace, qui vont générer des bénéfices de réduction de gaz à effet de serre très, très rapidement. D'autres projets, bien, ça va prendre plus de temps, plusieurs années, plusieurs décennies avant qu'ils génèrent des bénéfices. Puis il y a certains projets qui ne donneront jamais de bénéfices parce que c'est des sources de biomasse là, qui font pas de sens. Là, on en a des exemples sur les graphiques ici. Donc, vous voyez les lignes noires en haut, c'est si on utilise des arbres verts qui auraient continué à pousser puis qu'on les coupe exclusivement pour faire de la bioénergie. Bien, dans ce cas-là, après 100 ans, on n'a pas encore de bénéfices de réduction de gaz à effet de serre. Cela dit, on a des scénarios, par exemple, si on utilise des résidus de couple qui se seraient décomposés de toute façon, on a des bénéfices assez rapidement. Et si on utilise des résidus de couple qui auraient été brûlés de toute façon, bien là, c'est encore mieux. Là. On a des bénéfices immédiats là, si on les prend, qu'on fait de la bioénergie à la place. Ensuite, il y a quand même une grosse différence aussi selon qu'est-ce qu'on fait avec la bioénergie. Si on s'en sert pour remplacer le charbon, par exemple, le charbon est particulièrement malpropre et donc peu dense en énergie par rapport à d'autres sources d'énergie fossile. Et donc, quand on utilise la biomasse forestière pour remplacer le charbon, par exemple, bien, on a des bénéfices quand même assez rapidement. Et j'ai des collègues là, qui, il y a quelques années, ont fait des calculs là, pour le remplacement du gaz naturel fossile par du gaz naturel renouvelable à partir de biomasse forestière et qui ont montré aussi les différences là, selon la source de biomasse. Donc, à chaque fois, si c'était une source de biomasse qu'on aurait brûlée de toute façon, c'est sûr qu'il y a des bénéfices, des grands bénéfices à l'atmosphère qui arrivent très, très rapidement. Si c'est des sources de biomasse qu'on aurait laissé décomposer sur les sites, bien là, ça va dépendre du taux de décomposition de cette biomasse-là là, sur les sites. Un cas qui est intéressant là, dans le contexte du Québec, là, on parle beaucoup là, à cause des feux qu'il y a eu l'année passée, bien, on s'est ramassé avec des grandes superficies de forêts donc, qui ont été affectées par le feu. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ce bois-là. Et donc, on se demande est-ce que la bioénergie pourrait être une source de valorisation pour ce bois-là. Donc, les forêts du Québec, je vous apprends probablement rien, donc très affectées par les perturbations naturelles. Il y a le feu, oui, mais il y a aussi notamment il y a aussi la tordeuse des bourgeons de l'épinette, là, qui est un insecte défoliateur. Là. On est en plein dans une épidémie de tordeuse présentement. Donc, ça vient défolier les arbres qui meurent après quelques années. Donc, on a évidemment aussi les feux de forêt là, qui attaquent le territoire. Et donc, ça, c'est une des caractéristiques du territoire québécois et canadien, en fait, d'avoir des grandes perturbations naturelles. Et là, on se demande, est-ce que ce bois-là pourrait servir à la bioénergie? Parce que le fait que les arbres soient défoliés ou soient brûlés, puis que les arbres meurent, bien, ça vient affecter leur qualité parce qu'ils sont colonisés rapidement par des champignons de pourriture qui viennent affecter la qualité du bois. Et donc, on essaie de voir est-ce qu'il y a des possibilités de valorisation de ce bois-là là, qui perd son attrait pour les produits conventionnels du bois, là, comme le bois d'œuvre ou les pâtes des papiers. Et donc, on a fait ce genre de calcul-là aussi pour des forêts affectées par les perturbations naturelles, donc soit défoliées ou brûlées, pour voir est-ce qu'il y aurait un intérêt d'un point de vue de réduction de gaz à effet de serre à les valoriser pour la bioénergie.
Donc, je vais juste montrer des exemples de calcul. Donc, ici, ça serait un exemple de calcul où ce que la référence, ça serait que le peuplement défolié ou brûlé est juste laissé sur pied. Donc, on décide qu'on ne rentre pas dedans, on fait juste le laisser sur pied. Et mon scénario de bioénergie, ça serait qu'on rentre dedans pour aller le récolter. Et dans un cas, ben, on rentre pour aller le récolter entièrement pour faire de la bioénergie, ou on rentre dedans pour aller chercher le bois qui est encore d'assez bonne qualité, ben, on l'enverrait au bois d'œuvre, puis le bois qui reste, on le prendrait pour la bioénergie. Donc, quand on regarde le bilan carbone de ça, donc ça, c'est des données, en fait, qui n'ont pas été publiées, mais que j'avais faites là, dans le cadre de travaux pour l'AIE Bioenergy. Donc, on a regardé qu'est-ce que ça donnerait là, en termes de bilan carbone. Et donc, quand on dit qu'on rentre dans le peuplement, si le peuplement, dans un scénario de référence, ferait juste rester debout, mais si on dit qu'on rentre dedans puis qu'on va le récolter juste pour la bioénergie, notre bilan n'est pas vraiment bon. Donc, on crée une dette carbone là, qui est vraiment longue. Là. Donc, c'est le scénario qui est en haut, surtout dans le cas d'arbres qui ont simplement été défoliés par la tordeuse. Parce que dans ce cas-là, des arbres défoliés, ben, ils ne sont pas nécessairement tous morts. Il y en a certains qui vont être capables de se reprendre, de se remettre à pousser. Ou s'ils sont morts, ils vont décomposer très, très lentement. Et donc, rentrer dans un peuplement simplement pour la bioénergie, ben, ce n'est jamais une super bonne idée. Si les arbres sont brûlés, bien là, le bilan est un peu meilleur parce que là, sont morts là, en grande partie d'habitude. Ils vont tomber au sol plus rapidement puis ils vont se mettre à décomposer. Cela dit, dans tous les cas, le meilleur scénario, c'est si on rentre dans le peuplement, mais qu'on essaie vraiment d'optimiser le bois qu'on récolte. Donc, on s'assure de bien trier le bois pour envoyer tout ce qu'on peut au bois d'œuvre ou autres produits du bois et qu'on prend juste vraiment le bois le plus dégradé pour s'en aller à la bioénergie. Donc, s'il y a vraiment un travail fin de triage de qualité du bois qui est fait, bien, dans ce cas-là, c'est là qu'on va avoir un bénéfice en termes de réduction de gaz à effet de serre qui va être le plus grand. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est possible, là, qu'on puisse faire, là, qu'on soit vraiment attentif là, au tri du bois pour envoyer le bois de meilleure qualité vers des produits conventionnels et juste le bois vraiment dégradé vers la bioénergie. Un autre scénario de référence qui est aussi possible et qu'on voit au Québec, c'est qu'on rentre dans le peuplement quand même, mais on va juste récolter le bois d'œuvre. Donc, c'est beaucoup ça qui se fait, ça se fait quand même régulièrement, là, notamment dans les peuplements de tordeuses. Là. Ça, c'est des exemples, vous voyez les photos, c'est des exemples de peuplements affectés par la tordeuse là, sur la Côte-Nord. La compagnie est rentrée, a pris le bois de qualité suffisante pour son usine de bois d'œuvre et a laissé le bois dégradé sur le parterre de coupe, donc sous forme de baies là, qui reste comme ça sur le parterre de coupe. Or, ce qu'on voit, notamment dans le cas des peuplements affectés par la tordeuse, mais aussi par le feu, mais si on fait ça, ça fait quand même une grande quantité de bois qui est laissé sur le parterre de coupe. Et ce qu'on voit, là, notamment des travaux qu'on a publiés il y a quelques années, c'est que le fait de laisser tant de billes comme ça sur le site, bien, ça complique beaucoup la régénération. Les petits arbres, là, ils ont de la misère à s'installer, puis c'est difficile d'aller planter des arbres au travers de billes, de bûches comme ça. Il faut faire soit des actions vraiment importantes là, de peigner puis de préparer le terrain pour être capable de régénérer ces sites-là. Donc, le fait d'aller récolter les billes de mauvaise qualité pour la bioénergie, bien, ça peut avoir un certain intérêt pour faciliter puis accélérer la croissance du futur peuplement. Et donc, si on prend cette hypothèse-là que le fait d'aller récolter les billes de mauvaise qualité pour la bioénergie, dans le cas de peuplement affecté par les perturbations naturelles, et que ça a un gain là, pour la croissance de la forêt, bien ça vient faire changer évidemment le bilan carbone. Et là, ce qu'on voit, sans grande surprise, c'est que si on va récolter la biomasse sous forme de bois sans preneur, comme ça, qui aurait été laissé sur le parterre de coupe, si on va le chercher juste dans les circonstances où on a un gain réel en termes d'aider la régénération, d'aider la croissance du futur peuplement, bien, c'est là que le bilan carbone de la bioénergie, donc c'est en termes de réduction de gaz à effet de serre, sa dette carbone va être la plus courte. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à accumuler quand même beaucoup de données pour identifier les circonstances forestières dans lesquelles le fait de ne pas laisser des billes sans preneur sur le parterre de coupe, ça peut avoir un effet positif sur la régénération.
Donc, encore une fois, on voit que la bioénergie est à son meilleur quand elle travaille en équipe avec le reste de la foresterie. Donc, quand ce n'est pas vu comme une activité séparée, mais quand c'est vu comme une activité sylvicole, que, bon, on va chercher les parties d'arbres qui ne sont pas pris par les autres joueurs de la foresterie, par le bois d'œuvre, par exemple, quand on va chercher la biomasse dans les conditions où ça peut aider à la régénération de la forêt, bien là, c'est là qu'on voit les plus grands bénéfices en termes de réduction des gaz à effet de serre. Cela dit, c'est pas si simple que ça, calculer l'empreinte carbone ou les bénéfices en termes de réduction de gaz à effet de serre de la bioénergie forestière. On voit que c'est très dépendant des circonstances. Dans certaines circonstances, c'est super, dans d'autres, pas tant. Et donc, il y a toute cette subtilité-là, ces nuances-là qui sont très importantes à apporter. Cela dit, le fait qu'il y a une dette carbone avec la biomasse forestière, ce n'est pas un vice caché de la biomasse forestière. C'est quelque chose qui est connu, qui est documenté, qui est étudié, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les rapports du GIEC. Il y a une littérature abondante là-dessus. Là, je vous donne juste quelques exemples de mon équipe, mais aussi de d'autres chercheurs. Et la liste pourrait être vraiment très grande à la grandeur du monde. Tous ceux qui étudient ce phénomène-là et qui essayent d'identifier les circonstances dans lesquelles la biomasse forestière peut apporter le plus rapidement possible des bénéfices en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc, c'est possible, ça prend de la nuance, ça prend de l'information scientifique qu'on commence à avoir en abondance pour être capable d'identifier les bonnes circonstances qui font que la biomasse forestière, oui, peut contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Encore une fois, ça, c'est décrit dans les rapports du GIEC et malgré ça, ben, le GIEC reconnaît quand même le rôle important de la biomasse forestière dans la lutte contre les changements climatiques. Maintenant, l'autre aspect de la récolte de biomasse, donc il y a l'aspect climatique. Ensuite, il y a plus l'aspect écologique là, de la récolte de biomasse forestière. Donc, le fait d'aller chercher les résidus de coupe, des baies sans preneur ou autres, est-ce que ça risque de dégrader les écosystèmes forestiers? Là, je vous montre l'image d'un gars qui est en train de passer l'aspirateur en forêt. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Quand on regarde la quantité de biomasse ou de résidus, par exemple, qu'on est capable d'aller chercher en forêt, donc on est loin de passer l'aspirateur. La moyenne canadienne, c'est un peu en bas de 50 ce qu'on est capable, la quantité après coupe, la quantité de résidus qui est laissée sur les parterres de coupe, mais techniquement, là, avec les moyens opérationnels qu'on a, là, on est capable d'aller en chercher un peu moins de 50 Donc, il en reste quand même beaucoup en forêt là, de la biomasse. Dans les pays scandinaves, c'est plus élevé. Là, vous voyez que la moyenne est plus autour de 70 Les Scandinaves, leurs forêts, sont beaucoup plus organisées et moins naturelles que les nôtres, plus sous forme de plantation. Et donc, ce qui fait, ils ont aussi un historique beaucoup plus long de récolte des résidus. Donc, c'est pour ça qu'ils sont capables d'aller en chercher plus. Dans les conditions canadiennes, c'est un peu en bas de 50 Mais bref, même dans le cas des pays scandinaves, il reste quand même une proportion de résidus qui est laissée sur les parterres de coupe. Cela dit, même s'il reste des résidus sur les parterres de coupe, le fait d'aller s'approvisionner en biomasse forestière, ben, c'est de la matière organique, c'est des éléments nutritifs, c'est peut-être des habitats qu'on prend et qu'on enlève de l'écosystème forestier. Donc, si on les avait laissés sur place, si on les avait laissés en forêt, bien, ils auraient joué un rôle de fournir des éléments nutritifs, fournir de la matière organique, servir d'habitat, influencer le microclimat. Si on les prend puis on les sort de l'écosystème, ben, il y a peut-être un impact négatif, même s'il en reste derrière. Si on en enlève une partie, ça se peut qu'il y ait des impacts négatifs. Et c'est ça que la littérature nous dit, c'est que oui, c'est possible qu'il y ait des impacts négatifs avec la récolte de biomasse. Sauf que c'est vrai juste dans certaines circonstances. Dans d'autres cas, le fait d'aller récolter la biomasse aura peu ou pas d'impact sur les écosystèmes. Donc, c'est ça que la recherche dit. Ensuite, comment on fait pour traduire ça en pratique ou en réglementation? Je voulais vous donner l'exemple de la directive européenne sur les énergies renouvelables, le EU RED,
Donc, il y a eu plusieurs mises à jour. C'est donc la grande directive européenne sur les énergies renouvelables et qui concerne aussi la biomasse forestière. Et donc, dans EU-RED, il y a des critères de durabilité qui sont nommés concernant l'approvisionnement en biomasse en général et notamment en biomasse forestière. Et donc, l'Union européenne veut s'assurer que la biomasse qui va être utilisée sur son territoire va provenir de sources durables. Et donc, dans ERED, il y a des critères qui sont émis pour s'assurer la protection de la biodiversité, des stocks de carbone, la qualité du sol, de l'eau et de l'air. Et donc, dans cette directive-là, une des approches qui est utilisée, en fait, c'est en fait, un des soucis principaux de l'Union européenne avec cette directive-là, c'est d'éviter le changement d'affectation des terres. Donc, en raison des scandales des biocarburants qui venaient de l'huile de palme et tout, là. Donc, ça, c'est une de leurs préoccupations majeures, c'est empêcher le changement d'affectation des terres avec l'approvisionnement en biomasse. Et ça permet de contrôler une partie des impacts environnementaux liés à l'approvisionnement en biomasse, notamment en biomasse forestière. Et donc, dans les directives, on voit cette approche de filtre brut qu'on peut appeler, où il y a des zones no-go qui sont identifiées, donc des zones dans lesquelles des types de forêts dans lesquelles la biomasse ne peut pas provenir. Donc, c'est interdit qu'il y ait de la biomasse provenant de ce type d'écosystème-là qui peut être utilisé là, en Europe. Donc, identifie cette liste-là. Donc, c'est une façon macro de venir contrôler les impacts environnementaux, de venir limiter les impacts environnementaux possibles de la récolte de biomasse, puis donc éviter qu'il y ait de la biomasse non durable là, qui serve en Europe pour la production de bioénergie. J'avais étudié ça là, dans une autre vie, là, ces critères-là. Ce qu'on s'est aperçu, donc les intentions sont vraiment bonnes là, pour des critères de durabilité là, de EU-RED. Cela dit, il y a des termes qui sont utilisés là-dedans, même dans les mises à jour, notamment, il y a le terme forêt primaire qui est utilisé. Et là, l'Union européenne dit on veut interdire la biomasse provenant de forêts primaires. L'idée peut sembler bonne. Le problème, c'est que forêt primaire, ce n'est pas une définition qui est opérationnelle. Donc, on voit beaucoup de différences entre les pays, là, la façon que le terme forêt primaire est interprété puis est appliqué dans les différents pays. La même chose pour forêt riche en biodiversité. C'est un terme un peu flou là, qui est difficile à opérationnaliser. Et donc, notamment dans le cas des forêts primaires, en réalité, on a fait des interviews avec des politiciens européens. Et quand ils parlent de forêt primaire, ils veulent plutôt dire forêt ancienne. Puis là, quand on leur montre, ça peut être quoi une forêt primaire? Là, ils disent, non, c'est pas ça qu'on veut protéger. Nous, on veut protéger les forêts anciennes. Et donc, il y a des questions de terminologie là, avec une approche là, si macro, là, mais les intentions sont bonnes quand même. Quand on regarde plutôt, en fait, d'autres types de réglementations qu'on peut faire pour s'assurer que la récolte de biomasse, l'approvisionnement en biomasse ne vienne pas nuire aux écosystèmes, on peut regarder la façon que c'est fait dans les réglementations de différentes juridictions, là, notamment au Québec, dans les certifications environnementales pour l'aménagement forestier. Bien, on voit qu'on essaie de protéger la biodiversité, les stocks de carbone forestier par des modalités particulière d'aménagement à l'échelle du paysage ou à l'échelle du peuplement. Ici, je donne juste quelques exemples. Donc, de pratiques qu'on vient moduler. En fait, on met des contraintes ou des exigences lorsqu'on fait de la récolte, lorsqu'on fait de l'aménagement pour protéger donc les valeurs là, de biodiversité et les stocks de carbone forestier. Donc, ça, c'est une voie par laquelle on peut venir contrôler la récolte de biomasse et venir éviter les impacts négatifs qu'une récolte abusive pourrait avoir sur les écosystèmes. Et pour venir alimenter ce genre de modalité-là, on a plein. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de recherches. Moi, j'ai fait mon doctorat au début des années 2000 sur la récolte de biomasse dans des dispositifs de recherche qui avaient été installés 20 ans avant. Et donc, maintenant, là, quasiment 25 ans plus tard, bien, ces sites-là, quand on les remesure, bien, nous donnent une bonne idée de l'impact réel de la récolte de biomasse. Donc, on utilise cette information-là pour venir améliorer, venir faire des recommandations sur la réglementation sur la récolte de biomasse. Et donc, des dispositifs sur la récolte de biomasse, il y en a à la forêt Montmorency, dont je suis la directrice, mais il y en a partout au Québec, il y en a partout au Canada, il y en a partout dans le monde. Et donc, on travaille
entre chercheurs à partager l'information scientifique et donc à voir comment est-ce qu'on peut développer les meilleures recommandations possibles pour éviter les impacts négatifs de la récolte de biomasse. Donc, ici, c'est juste un exemple un dispositif de recherche qu'on a fait il y a quelques années où on avait contrôlé la quantité de biomasse qu'on laissait sur les sites. On avait pesé, mis des masses connues pour vraiment comprendre de quelle manière une quantité donnée de biomasse venait influencer la fertilité des sols, venait influencer donc la santé, la croissance des arbres. Et donc, ici, c'est juste un exemple de la littérature qu'on a publiée là-dessus, moi et d'autres collègues. Je ne veux pas dire qu'on a toutes les réponses sur les impacts de la récolte de biomasse sur les écosystèmes, l'impact sur les sols, l'impact sur la biodiversité. Cela dit, on a des décennies de données ici au Québec, ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Donc, c'est un sujet, encore une fois, ce n'est pas un vice caché qu'il peut y avoir des impacts négatifs, la récolte de biomasse. C'est un sujet qui est connu, qui est documenté, qui est étudié, qui a beaucoup de connaissances scientifiques qui existent depuis des décennies. Et avec tout ça, on est capable de faire des recommandations pour minimiser ou éviter complètement, si possible, les risques au sol ou à la biodiversité. Là, je donne juste un exemple là, dans un rapport qu'on a publié il y a quelques années où on a fait des recommandations pour la forêt boréale canadienne, dans lequel on identifiait des sites forestiers sur lesquels on devrait éviter la récolte de biomasse parce que c'est des sites qui sont sensibles, qui sont à risque de dégradation si on va récolter plus que juste le tronc, si on va récolter les branches, les houppiers. Donc, c'est des sites qui sont plutôt à risque. Et donc, nos recommandations, c'était d'éviter ce type de site-là. Et donc, ce genre de recommandations-là, ça a fait son chemin dans les réglementations provinciales. Et la science est assez avancée pour qu'on puisse faire des recommandations assez précises à l'échelle du site qui ensuite peuvent être facilement cartographiées à partir des informations qu'on a sur le territoire forestier. Ici, c'est un exemple d'un projet qu'on avait fait pour le lac Saint-Jean, où on avait cartographié là, les sites qui sont en couleur. C'est des sites qui présentent une sensibilité sur laquelle on devrait éviter la récolte de biomasse. Tout le reste en gris, c'est des sites qui étaient corrects. Et si on prend juste la biomasse sur les sites en gris, là, qui ne sont pas considérés à risque, bien, on a de la biomasse qui nous sort par les oreilles, là, assez pour avoir une belle filière de la bioénergie. Donc, ce genre d'informations-là, on a les données, on a les connaissances pour faire ce genre d'exercice-là, pour rentrer ça donc, dans des outils de planification de la filière bioénergie. Donc, encore une fois, ce n'est pas qu'on a réglé, je ne prétends pas qu'on a toutes les connaissances, mais on en a beaucoup, assez pour être capable de faire un aménagement qui est sensé, qui est nuancé, qui permet de protéger l'intégrité des écosystèmes forestiers si on fait de l'approvisionnement en biomasse forestière. Je voudrais juste, j'ai presque terminé, je vais juste ramener ici, c'est encore une fois tiré du rapport du GIEC, bon, qui montre des projections de quoi devrait avoir l'air le portefeuille énergétique mondial d'ici 2060 si on fait une transition énergétique en lien avec la réduction des gaz à effet de serre. Et vous voyez donc la biomasse, donc elle devrait presque doubler donc entre 2019 et 2060 là, si on veut atteindre des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et on voit que les attentes, c'est que la biomasse serve à une panoplie d'utilisation énergétique là, dans le transport, dans le résidentiel, dans le commercial et dans l'industriel. Et donc, c'est juste pour ramener le point que pour être sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, dans la transition énergétique, bien, il y a des grandes chances qu'il faut que la biomasse forestière joue un rôle important. Et donc, ça va vouloir dire ben oui, s'enfarger avec les nuances, avec la complexité de la biomasse forestière, avec le fait qu'il y a une dette carbone, avec le fait qu'il y a certains sites sur lesquels il y a des risques de dégradation, mais on a les connaissances scientifiques pour justement se faire des réglementations qui sont nuancées, qui sont capables d'embrasser cette complexité-là. Cela dit, comme ingénieure forestière, la réputation, l'acceptabilité sociale de la foresterie, je le sais qu'elle n'est pas si élevée, puis vous dire, faites-nous confiance, on est capable de gérer ça. C'est sûrement pas gagnant. J'ai fait mon bac là, quand l'aurore boréale est sortie, là, et donc la commande sociale envers la foresterie, puis le préjugé qu'on peut avoir envers l'industrie forestière, je le sais que ça existe.
Cela dit, je peux vous dire, la grande partie du territoire forestier québécois est de tenure publique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui nous distingue de d'autres juridictions à travers le monde. Donc, le fait que ça soit sous tenure publique, ben, ça fait que c'est plus facile d'appliquer une réglementation qui est cohérente et qui est avancée. Et il y a des gens en sciences politiques qui ont analysé le régime forestier québécois, qui a toutes sortes d'enjeux, qui a eu toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'évolutions, de mots de croissance, là. Je vous en parlerai peut-être dans un autre webinaire. Malgré ça, notre régime forestier reste parmi les plus contraignants en termes de protection environnementale, là, quand on le compare à d'autres qui se fait dans le monde. Donc, ce n'est pas pour dire que tout est parfait, sauf qu'on semble quand même avoir des outils au Québec qui nous permettent de s'assurer qu'on est capable de faire un aménagement forestier durable dans lequel la bioénergie pourrait venir s'intégrer, donc pour le gaz naturel renouvelable, pour les autres besoins énergétiques, là, de la même façon qu'on gère là, pour les autres produits du bois. Et donc, je pense que de mon côté, quand je vois la littérature scientifique qui est disponible ici au Québec, ailleurs dans le monde, je pense qu'on peut dire que c'est possible d'adapter les pratiques d'aménagement du territoire forestier pour que les forêts répondent aux besoins de la décarbonisation. Et donc, ça veut dire, bon, oui, fournir de la bioénergie, mais les autres matériaux, les autres produits qu'on peut tirer des forêts ont aussi leur rôle à jouer. Le territoire forestier sert aussi de corridor de production de l'électricité, de l'hydroélectricité. Les forêts vont servir aussi de puits carbone qui vont être un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'est possible de faire tout ça. Il y a évidemment aussi l'importance de tenir compte de la commande sociale envers la protection des forêts, donc les autres valeurs, les autres besoins qu'on a envers le territoire forestier. Ça fait beaucoup de choses à gérer, ça fait beaucoup de compromis, ça fait beaucoup d'optimisation à faire. Cela dit, on a un cadre réglementaire qui nous permet de faire ça et on a des connaissances scientifiques aussi qui nous permettent de faire ça. Donc, c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. OK, mais merci beaucoup, Evelyne. Merci pour cette présentation.